Donc, je m'appelle Chloé Bramy, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'étais au DU il y a longtemps, 10 ans. Donc, ça a fait un sacré voyage. J'ai essayé de retrouver une photo, c'est la seule, parce qu'il y a 10 ans, on n'avait pas beaucoup de téléphones, voilà, qui reste. Je suis médecin cancérologue et ces 10 dernières années, je les ai pas mal consacrées à la suite en fait de ce DU à l'enseignement de la méditation de pleine conscience auprès des étudiants en santé. Ça a été une grande exploration et du coup, je voulais vous faire un petit retour, remercier Jean Gérard et puis aussi d'autres personnes qui sont ici. Par exemple, c'était en 2013. En 2013, j'ai rencontré le DU. Je rentrais d'un grand voyage aux États-Unis sur la santé intégrative à l'époque, et je rentrais du coup des États-Unis un peu perdue parce que en France il n'y avait pas grand-chose qui permettait justement. On a parlé de non-séparation ce matin. Je crois que c'est un grand mot. Et puis voilà, c'était la deuxième promotion. En 2013, j'étais aussi en master 2 de recherche. Et j'étais chez une femme qui est ici dans la salle, je ne sais pas où elle est, chez Laurence Michel. Et c'est important, le cadre, en fait, le cadre soutenant qui a permis aussi d'avoir de la liberté pour venir aussi participer à ce début. Je voulais aussi remercier une amie aujourd'hui, mais que j'ai rencontrée il y a 10 ans, Swazik Michelot, qui a énormément contribué à, on va dire, il y a 10 ans, parler de la santé mentale des étudiants, parler du bien-être et de l'enseignement. C'était vraiment pas quelque chose de très à la mode. Trouver des financements pour ces projets, c'était complexe. Et elle a cru au projet très tôt, à la fois en me transmettant beaucoup de choses, mais aussi en étant là. Et je crois qu'être là, c'est un élément important. Je voulais aussi faire une petite blague, parce que dans ce DU, moi j'ai découvert Michel Bitbol, j'ai découvert la phénoménologie. Honnêtement, je comprenais rien du tout il y a 10 ans. Je crois que je me suis assise et il y avait des adultes un peu plus âgés que moi qui avaient l'air passionnés par ce sujet. Et franchement, c'était ailleurs. Et en même temps, j'ai eu un waouh à ce moment-là. Et aujourd'hui, je parle de ça presque tout le temps dans chaque enseignement. Donc voilà, merci pour ça aussi, cette acculturation à l'expérience. Et puis, la deuxième chose, on a aussi parlé du cadre d'apprentissage. C'était le ZAFU qu'on a tous rencontré, ou en tout cas, le fait de ne pas être dans un cadre consensuel. Et voilà, un autre merci pour ça. Donc, ce que j'avais envie de partager avec vous, c'était en fait la découverte d'une... Enfin, c'était pas une découverte, parce qu'aux États-Unis, c'était comme ça aussi que j'avais appris, avec cette pédagogie qu'on appelle expérientielle, basée sur l'expérience. Et c'est ça que j'ai vraiment retrouvé au DU, que je tente aujourd'hui de continuer d'impulser, avec une dimension supplémentaire de chercheuse, parce que la recherche a une place vraiment importante, qui est ce qu'on appelle la science de l'implémentation. Donc la science de l'implémentation, ça va être finalement comment, lorsqu'on part d'une envie, d'une idée, on va la mettre dans un espace de nos sociétés, mais on va pas uniquement évaluer l'impact, en fait, c'est-à-dire est-ce que c'est efficace ou pas efficace, mais on va aussi s'intéresser à toute l'histoire, en fait. Un petit peu ce qu'on a fait depuis ce matin en partageant, quelle est cette histoire qui a permis d'arriver à cette implémentation. Et puis, à partir finalement de cette histoire, c'est ce qu'on appelle en pédagogie la recherche-action. C'est très connu en réalité. On tire des conclusions de nos apprentissages et puis on les remet en mouvement pour continuer. Donc finalement, en 10 ans, c'est un petit peu ça qui s'est passé, avec deux éléments intéressants. Aujourd'hui, Initiative Mindfulness a participé à publier avec Anne Héron aussi l'état un petit peu des enseignements universitaires en France. Merci beaucoup pour ce travail. Et on en a fait partie assez tôt. En 2017, on a commencé ce projet en mettant en place à l'Université de Paris certains enseignements qui étaient soit optionnels, soit sous la forme de programmes MBSR. Alors, tout ce qui était optionnel à l'époque, il n'y avait pas de souci. On nous disait oui. Par contre, les programmes MBSR, c'était pas évident. Et du coup, on a commencé à réfléchir à un projet de recherche
sur ce sujet, en se questionnant. En fait, il y avait cette thématique on connaît l'état de l'art sur la réduction du stress et de l'anxiété. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le lien avec les compétences du soin. Voilà. Est-ce que finalement, méditer peut améliorer les compétences du soin et notamment les compétences empathiques, mais pas uniquement, pour pas enfermer la pratique méditative à un élément de santé mentale, mais vraiment pouvoir impulser quelque chose de pédagogique, en fait, tout simplement. Donc on s'est intéressé à, je dis on parce que voilà, il y a toujours la chercheuse principale, mais dans chaque équipe, c'est toujours des équipes et plein de rencontres. Donc voilà, c'est aussi une manière de remercier tout le monde. On est parti sur l'intention de faire du Kali et du Khanti. On en a parlé ce matin. Je pense que quand on est chercheur et méditant, ça paraît un peu évident finalement, pour avoir cette double exploration. Donc la première chose, on a réalisé un MOOC. Donc un MOOC, c'était finalement sous la forme de documentaires, 5 documentaires qui sont accessibles toujours en ligne, pour essayer un petit peu de venir questionner pas mal de personnes actives sur le sujet. On a été une équipe et ma collègue sur ce projet est Margot Smirdek, qui est anesthésiste réanimateur à Clermont-Ferrand. On a interrogé beaucoup de monde. Mais c'est parti de la voix des étudiants. C'est-à-dire que toutes les personnes que vous voyez sur la droite, du coup, ça, c'était des étudiants en santé qui avaient participé à des programmes. Et puis, à côté, on a interviewé différentes personnes, notamment des personnes du DU, Antoine Lutz aussi, qui était là ce matin, pour un petit peu venir se rapprocher de nos expériences. Ce MOOC, il a été réalisé, il est sorti en 2022 avec les vidéos et des activités qu'on appelle réflexives, pédagogiques. Au final, voilà, vous avez tous les titres des vidéos. Donc, qu'est-ce que c'est ? On est venu questionner ça. Ensuite, on est venu questionner un soignant est un être, donc un être humain. La troisième vidéo, c'était sur la place de la recherche, où là, on n'a pas focalisé uniquement sur les données quantitatives. On a aussi interviewé des chercheurs, notamment sur l'éthique du care. Voilà, c'est une dimension qui est importante pour moi. Je suis chercheuse au sein d'un groupement d'intérêt scientifique qui s'appelle Théorie et pratique du care. Et donc, on a aussi parlé un petit peu de l'histoire, de la philosophie, de la vacuité ou d'autres éléments comme ça. Et puis, enfin, le dernier documentaire, qui est peut-être la dernière vidéo, qui est peut-être ma préférée, qui parle en fait du lien avec la Terre, l'écologie, l'environnement, et comment du coup finalement la santé peut aussi s'inspirer de l'écologie et de nos organisations, pour continuer de co-créer avec l'environnement aussi. On a eu au total quand même 5000 inscrits à ce MOOC, ce qui est beaucoup, parce qu'on a fait très peu de pub. Il faut savoir que la faculté Université de Paris était un des partenaires, mais ils n'ont pas envoyé la communication avant la fin des inscriptions, donc nous n'avons pas eu notre cible phare, parce que la cible, c'était les étudiants en santé. Puis finalement, dans les 5000, on s'est retrouvé avec 40% de soignants et le reste non soignants, ce qui était très bien aussi. Mais voilà, pour vous donner un petit panel. Je voulais vous partager une petite vidéo, si ça passe. Parfois aussi, je me concentre un peu sur mon cœur et sur le sang qui circule. Et finalement, je sens un peu la vie qu'il y a de façon latente, on va dire, dans mon corps. Et c'est apaisant, en fait. C'est-à-dire que finalement, il y a toujours quelque chose de régulier qui va toujours fonctionner. C'est incroyable, genre il y a le système nerveux avec tous les centres automatiques, sympathiques, parasympathiques. J'ai beaucoup d'admiration pour les jeunes qui s'orientent vers le métier du soin. Ce qui fait qu'ils sont confrontés pendant leur jeunesse à la souffrance et à la finitude, ce qui n'est pas l'ordinaire des jeunes. Donc comment faire pour qu'on prenne, dans la formation, qu'on prenne mesure de ce choc qui fait que, alors qu'on se croit invulnérable soi-même, quand on est jeune et éternel, on va être brutalement confronté à la finitude. Attention, ce qui va être votre ordinaire à vous, le fait de soigner, c'est votre ordinaire, c'est votre métier. Tous les matins, vous vous levez pour aller prendre soin des autres, c'est votre ordinaire.
se heurte à l'extraordinaire de l'autre. Quand je suis hospitalisée, quand je suis malade, quand j'entre en EHPAD, quand j'entre en soins, en service en SSR, pour moi, dans le fil complet de ma vie, ça relève de l'extraordinaire. Donc, comment faire pour que l'ordinaire des uns soit rendu compatible avec l'extraordinaire des autres? Peut-être juste de prendre conscience qu'il ne faut pas opposer. Voilà. Bon, je ne vais pas tout vous passer parce qu'il y en a pour 4 heures de... Est-ce qu'on peut mettre en diaporama? Oui, si tu veux. C'est tout droit. Ici, tu veux diaporama. Super, merci beaucoup. Voilà, en tout cas, c'est des éléments que vous pouvez utiliser. Hein. C'était un peu l'objet. Donc, vous pouvez vous en servir dans les différents enseignements. Ça, c'était fondamental pour moi, cette dimension de pouvoir amener en fait la voix, vraiment la voix et la compréhension de quel est cet impact en fait sur leur quotidien, mais aussi sur le soin et la manière de rentrer en relation. Et enfin, on a du coup complété ce documentaire avec quand même des données de recherche un peu contextualisées. Il faut savoir que quand on mène comme ça des projets, c'est la vie en fait, et la vie a fait qu'il y avait un contexte d'apprentissage qui allait se modifier. Le contexte d'apprentissage, c'était cette fameuse réforme du 2e cycle des études médicales qui a, en 2017, qui a débuté devant le contexte de problématiques de santé mentale et qui a permis de venir questionner cette dimension du savoir-être, ce qui n'existait absolument pas à l'époque. Et du coup, qui donne de la place à tous les enseignements dédiés au savoir-être, pas uniquement la méditation, mais par exemple la médecine narrative, on en a parlé, ou à d'autres enseignements. La deuxième dimension, donc, c'était l'empathie, le peu de données finalement sur l'amélioration des compétences émotionnelles et de l'empathie chez les étudiants, et puis toute la littérature sur la pleine conscience qui augmentait. Il faut savoir aussi que le déclin d'empathie, il est très très tôt chez nous tous d'ailleurs, mais pendant les études, puisqu'il arrive entre la 2e et la 3e année d'études, donc ce qui est assez tôt. Et la deuxième chose, c'est que ce déclin d'empathie, en fait, il est corrélé aux problématiques de santé mentale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus j'ai une empathie qui est adaptée, moins je suis sujet au burn-out. Et vice-versa. Donc en fait, on a tout intérêt à prendre compte de ces éléments pour assez tôt, d'un point de vue préventif, à mettre en place ces mesures d'enseignement. La deuxième chose qui était intéressante, c'était les données en fait qui apparaissaient sur la pleine conscience, sur tout ce qui a trait à la régulation émotionnelle et à la distinction soi-autrui. Donc ça a été notre hypothèse. Donc on a créé un design très basique, groupe contrôle qui était sur liste d'attente. On devait avoir un effectif un peu plus gros et puis c'est tombé pile pendant la pandémie. Donc on est passé en online, mais on n'a pas voulu cumuler les étudiants parce qu'il y avait des différences quand même de méthodologie. Ça, c'était en 2018. On avait quand même reçu 140 étudiants à la réunion d'information et puis 60 ensuite intéressés pour continuer l'étude. Et on a regardé du coup 3 éléments. Les éléments de motivation, pourquoi est-ce qu'ils avaient envie de venir, les éléments d'impact et les éléments d'apprentissage expérientiel. Alors, les motivations, c'est le dernier article qui a été réalisé et finalement c'est le premier qui a été publié sur l'intention en fait des étudiants. On l'a présenté le mois dernier au congrès de médecine et santé intégrative à Rome. Ce qui était vraiment intéressant, bon évidemment c'était pour la formation médicale, etc. Le deuxième élément, c'était pour prendre soin de leur santé. Mais le troisième élément, qui peut-être fera l'objet de futures recherches si ça vous intéresse, en tout cas de réflexion, c'est la question de venir cultiver en fait le sens du soin et le sens de la vie, c'est-à-dire le besoin quand même de ramener de la spiritualité en santé et dans la manière dont ils allaient apprendre et soigner. L'impact, je vais passer un petit peu vite, mais je voulais surtout vous montrer ça. Les groupes étaient des groupes contrôle.
Un élément intéressant, c'est que 80% ont été présents à l'ensemble des séances. Souvent, on a un petit peu des a priori sur la gratuité, la non-participation, etc., etc. Bah, en fait, non, ils étaient quand même tous là. Et il n'y avait pas d'anxieux-dépressif sévère dans les personnes qui ont choisi d'y participer. Dans les résultats sur l'empathie, il n'y avait pas de modification de l'empathie totale, que ce soit avec l'échelle de l'IRI ou l'échelle du JSPE. Par contre, il y avait des résultats très intéressants sur la sous-dimension qu'on appelle PD, Personal Distress de l'IRI, montrant qu'en fait, participer à un groupe MBSR, ça améliore la détresse personnelle ou la détresse empathique, on l'appelle comme ça. L'autre dimension, c'était évidemment sur les compétences émotionnelles, identifier et comprendre ses émotions. Donc les résultats sont arrivés significatifs après avoir participé à un programme. Ça, de la même manière, il n'y avait pas de données, il n'y a pas de données de la littérature sur cette population, donc il y a vraiment un champ pour compléter ces données à plus grand effectif, parce que là, c'était moins de 30 participants. Et puis sur l'autocompassion, il n'y a rien de nouveau, mais en tout cas, participer à un programme MBSR augmente l'autocompassion. Il n'y avait pas besoin forcément de mettre en place un programme spécifique là sur la population. Et puis la dernière chose que je voulais vous partager, c'était vraiment la dimension expérientielle. On a interviewé 18 étudiants, on a fait des interviews en recherche qualitative avec une analyse IPA. Et dans les éléments de thèmes qui sont ressortis, c'est évidemment celui qui était attendu, c'est prendre soin de soi, se rencontrer, avec des verbatims vraiment beaux sur le lien au corps notamment. Et la compréhension en fait que la méditation est un élément physique, hein, en tout cas une conscience du corps physique, la dimension du changement, de se rencontrer, etc., qui était en corrélation du coup avec les données de la littérature sur la régulation des émotions et les changements du comportement. La deuxième, j'ai presque fini, merci. La deuxième dimension, c'était sur le lien aux autres. Et comme le projet était sur l'empathie, eh bien finalement, on a été assez content de voir que ça semblait amener une nouvelle posture d'écoute et une meilleure compréhension de ce qu'on appelle l'empathie par justement cette expérience. Donc ça, je vais passer. Et puis la troisième dimension était en lien avec l'académie et l'université, c'est-à-dire le fait que c'était très important d'être soutenu, accompagné et que tout ça soit cohérent. On parlait d'intégratif tout à l'heure, voilà, ça en fait partie. Simplement vous dire que quand même, il y avait des éléments d'inconfort. Hein. Il y a quelques données quand même qui augmentent sur les effets secondaires de la méditation, ou en tout cas les éléments dont il faut prendre compte. Et la notion de perte de contrôle, de confusion, de perte de repères ou de peur de l'inconnu pouvait quand même apparaître. Ce qui impliquait ensuite derrière dans les discussions le fait que bien ce soit actif et que peut-être que si ça passait à l'échelle d'une université entière, peut-être qu'il faudrait aussi envisager un accompagnement, en tout cas à la transformation, à la transition, de par cette perte un petit peu de repères que ça peut provoquer. Donc ça, c'était les éléments importants. Et puis, finalement, au décours de tout ça, là, donc vous avez vu, ça a commencé en 2011, on est en 2023, donc ça fait un peu plus de 10 ans. Eh bien, j'aime beaucoup continuer d'explorer ces dimensions vivantes, interactives, de transformation, de transition. Et donc, voilà, on vient de créer une école comme un laboratoire vivant qui s'appelle MU, pour accompagner les universités ou accompagner les lieux de soins ou les professionnels de santé à ces transitions des enjeux écologiques, humains ou de santé intégrative. Voilà, avec cette dimension de pédagogie qui fait complètement écho à ce dont Jean Gérard vous a parlé tout à l'heure, qui amène à la fois l'expérience, le corps, l'aspect théorique et pratique. Et quand même, je vais terminer sur ça, et une autre dimension qui est l'apprentissage socio-émotionnel et via le trauma, les traumas en fait, qui peut être vraiment un levier dans comment on vient accompagner des pédagogies nouvelles, non réactives. On a beaucoup parlé de réactivité tout à l'heure et de non-séparation, et peut-être qu'il y a d'autres pistes à explorer pour continuer ces enseignements. Voilà, donc je serais ravie de poursuivre les échanges. Aujourd'hui,